3, 2, 1. Here we go! Merci d'être là pour la première édition du Salon Cyclo à Montpellier. Je me présente Frédéric Dan, DENHEZ. N'essayez pas de prononcer mon nom. Cela dit, vous pouvez toujours. Si vous y arrivez, je vous offre une cuve de récupération d'eau de pluie, bien évidemment offerte par la métropole de Montpellier. Je suis journaliste en particulier au magazine Marianne, où je m'occupe en particulier des questions de flotte. La semaine prochaine, notamment, vous verrez une enquête sur la loi PFAS. La loi PFAS, comment, en France, a-t-on pu sortir en moins de 3 ans une loi qui ne tient que sur 2 articles, et 2 articles qui disent beaucoup de choses sur l'évolution de la société. Vous verrez bien ça la semaine prochaine. Mais je passe la parole tout de suite à Jean-Claude Lasserre, que je vous demande d'accueillir, ce qui veut dire... Voilà. Jean-Claude, vas-y, prends un micro. Eh ben, bonjour à tous, ravi de venir pour cette première édition à Montpellier. C'est un très beau, très bel endroit, une très belle région qui nous manquait dans la panoplie de cyclo, puisque nous sommes originaires de Bordeaux, personne n'est parfait, mais on est venu à Toulouse et avec les collectivités, on s'est dit que sur Toulouse c'était très bien, mais que le bassin de la Méditerranée avec Montpellier valait également le coup de faire un rendez-vous sur l'eau. Il y a beaucoup de choses ici à Montpellier. On a été beaucoup aidés par la région, par la 3M, par l'Agence de l'eau, par BRL, par également le pôle Innovation Aquavalais, pour co-construire cette première édition. Sachez que d'ores et déjà, l'objectif, c'est pas de faire un one-shot, mais de venir en biennale sur le territoire pour parler de cette ressource eau qui nous paraît être essentielle. Donc vous allez voir, tout a été vraiment co-construit pour qu'on parle du territoire. Ensuite, au niveau du salon, vous avez également des fournisseurs de solutions du territoire et nationaux qui permettront de répondre à des questions. N'hésitez pas à aller échanger avec eux. Je voulais remercier Frédéric, dont c'est la première avec nous, et puis passer une très très belle journée, pleine de, je dirais, de bonnes choses, de bons débats, et puis écoutez, à très bientôt. Merci. Merci Jean-Claude. On va voir le programme tout de suite. Caroline, si tu veux passer la première image, le programme des conférences. Il y en a 8, 4 aujourd'hui, voilà, 3 demain, avec quelques visites, je vous en parlerai tout à l'heure dans 5 minutes. Le programme des ateliers, juste après. Voilà, vous savez tout. Quelques infos tout de même. Il y a une visite exclusive du camion Reuse Life Riwa de 10h à 15h30. Il y a 9 visites par jour. Demain et jeudi à 14h et 15h30, comme ça vous le saurez. Il y a une visite de la station de pompage Aquadomicia proposée par BRL. Si vous allez au bout du couloir, là, sur le bout du couloir à gauche, sur la moquette orange, comment s'appelle-t-elle? Je ne me souviens plus de son nom. Bernadette est là pour vous aider à trouver 17 créneaux, des créneaux de 20 minutes de rendez-vous B2B. Voilà, vous savez tout et on va démarrer tout de suite. J'ai oublié de citer, pardon, les partenaires, quand même. Voilà. L'Agence de l'eau Méditerranée Corse, la région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, BRL qui sont présents là-bas sur le village des partenaires. Il y a également le pôle Aquavalais, ADOC, l'Agence de développement économique en Occitanie, les canalisateurs d'Occitanie, l'Association des techniciens territoriaux de France et notre partenaire presse, Cayola Média, qui tient un stand sur le salon. Et on va démarrer tout de suite avec la première conférence, mesdames, messieurs, la première table ronde, la gestion de l'eau en contexte méditerranéen, faire face aux risques et préparer l'avenir.
Merci d'accueillir, ils et elles sont 7, Laurent Apprin, Anne Joannet, Octavien de Brisséan, Guillaume Ferry, Bastien Collat et Farid Benjafer. Merci. La gestion de l'eau en contexte méditerranéen, effectivement, il fait de plus en plus sec en été, il pleut de façon erratique, nous sommes dans l'ère de l'imprévisibilité. Quand il pleut beaucoup, il pleut sur des sols parfois, enfin souvent étanchéifiés ou par le macadam ou par une vieille lame de battance, des sols qui sont parfois abîmés en plus par les incendies, et on rajoute à ceci et à cela le risque de submersion marine, plus le risque RGA, j'ai oublié ce qu'il y a derrière le R, rétractation, gonflement des argiles. Tout ceci fait beaucoup, et face au risque, comment on réagit finalement? Le risque est une science sociale aussi. On a beau tout savoir, on a beau prétendre tout savoir, comment une société réagit face au risque, comment un élu, comment un aménageur réagit face au risque. On va voir ça, tout ça. Alors je vous présente d'abord tous Laurent Apprin. Voilà, levez la main pour que tout le monde vous reconnaisse. Pardon. Vous êtes directeur de l'équipe Eurekia du Centre de recherche et d'enseignement en environnement et en risque. Anne Joannet, vous êtes la directrice de ce centre de recherche. Octavien de Brisséan, vous êtes directeur associé de Synapse Informatique. Guillaume Ferry, vous êtes directeur des opérations chez Predict Service. Bastien Collat, vous êtes ingénieur géotechnicien et référent national sur les mouvements de terrain au BRGM, Bureau des recherches géologiques et minières. Et Farid Benjafer, vous êtes expert technique chez Géosec. Merci d'être là. Il fait chaud en fait, hein. J'ai déjà la langue qui claque contre le palais. Laurent Apprin. Comment on réagit face au risque? Je vous donne juste une anecdote. Quand il y a eu la canicule en 2022, moi j'ai vu mes confrères et mes consoeurs qui jusqu'à présent se foutaient royalement du changement climatique, qui ont pris conscience subitement que effectivement c'était quelque chose de concret et qu'il ne fallait plus l'oublier. J'ai vu une réaction purement émotionnelle. Vous allez me dire si... vous travaillez là-dessus, vous mettez les gens en situation de risque, vous mettez les gens en situation de risque et vous voyez comment ils réagissent. Exactement. Donc je suis enseignant-chercheur à IMT Minales et j'anime une unité propre de recherche qui travaille sur les risques et notamment la gestion de crise. Alors on travaille sur les risques, sur la caractérisation des aléas, mais une des spécificités c'est de mettre les acteurs en situation de crise. Alors on a développé depuis quelques années des outils qui permettent soit de mettre les citoyens en situation de vécu d'une crise et d'acteurs de la gestion de crise. C'est le projet Sit in Crise qui est présenté ici, qui a été développé dans le cadre du projet Précision, qui est un plan de financement Rhône, et dont l'objectif en fait est de mettre le citoyen dans la peau d'un décideur en cas de risque inondation. On le sait tous, lors d'une crise, qu'elle soit inondation, feu de forêt ou même industrielle, le citoyen va être la dernière personne à vivre et à subir finalement les décisions qui sont prises par les décideurs. Et l'objectif là est d'améliorer en fait le comportement des personnes, leur faire prendre conscience que certaines décisions sont bonnes pour elles et en faire des facilitateurs de la gestion de crise. Ce projet-là, il s'adresse en particulier dans un premier temps aux citoyens. Donc on a développé ce jeu qui permet de jouer le rôle d'un maire, le rôle d'une cellule municipale, le rôle des services de secours et de se rendre compte que la prise de décision, les moyens dont on dispose dans le cadre d'une crise inondation ne sont pas illimités et que parfois il faut agir et le citoyen doit agir pour faciliter ces interactions entre les décideurs et les gens qui vont vivre la crise. Donc voilà, une équipe histoire qui pilote, qui va envoyer des données, des entrants au niveau des personnes qui vont devoir décider. Ça peut être le préfet, ça peut être des organismes, ça peut être aussi des gens qui vont appeler la cellule de crise, qui ont des problèmes particuliers, la personne qui se retrouve isolée, qui ne sait pas quoi faire, le promeneur qui va venir dire je suis bloqué, il y a une voiture, je ne peux plus sortir. Donc voilà, l'idée est de mettre les citoyens dans la peau d'un décideur et de mieux comprendre leurs actions.
Ce projet-là, donc bon voilà quelques éléments, c'est un jeu de plateau où on doit positionner finalement tous les moyens, les véhicules d'intervention, définir les enjeux. J'ai un camping, j'ai une industrie, j'ai une école, un EHPAD. Qu'est-ce que je fais avec les enfants? Est-ce que je dois les mettre en sécurité, les faire évacuer? Si je fais évacuer, ça veut dire qu'il faut à un moment donné récupérer, avoir les parents qui viennent. Donc toute cette stratégie-là de compréhension en fait de la cinétique, de la dynamique de l'événement est important. Et il se trouve qu'à la base c'est un jeu qui est développé pour les citoyens. On a fait aussi une version aussi pour les enfants parce qu'on pense que les enfants sont les acteurs de demain dans la meilleure gestion des événements et des crises. Et en fait, les mairies s'en sont saisies. Il y a eu plus de 200 formations dans plusieurs communes en France. Parce qu'en fait, les mairies changent régulièrement avec des gens qui ne sont pas forcément spécialistes, ce n'est pas forcément leur métier d'être dans une municipalité, d'agir pour la municipalité. Et donc, les mairies s'en sont saisies justement pour améliorer leur comportement et voir peut-être les difficultés qu'ils peuvent avoir dans le cas d'une gestion de crise et se retrouver dans des situations finalement d'anticipation des comportements et d'améliorer la gestion finalement de la crise. J'ai bien compris que votre boulot, c'était de faire peur aux gens, de les stresser, vous les enfermez, vous regardez ces animaux de laboratoire, voir comment ils réagissent, comme dans Icomicar, hein, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors moi, je suis physicien à la base et j'aimais ma NIP, mes expériences pour faire de la physique, mais mes collègues qui sont plutôt orientés, on va dire, sciences humaines et sociales, eux, c'est leur paillasse en fait. Ils s'amusent à étudier les gens et leur comportement, et notamment à améliorer le comportement. Donc quoi ici de comprendre les comportements, de comprendre les biais cognitifs qu'on peut avoir en gestion de crise. Des personnes peuvent se révéler en tant que leaders dans la prise de décision d'une gestion de crise, et des gens qui potentiellement peuvent être des leaders se retrouver aussi avec des facultés cognitives qui peuvent être un peu diminuées ou ne plus prendre des décisions. Donc le but, il est aussi de permettre à des groupes de personnes de mieux se connaître en cas de gestion de crise et de voir un petit peu comment chacun fonctionne et quelles sont finalement nos limites, nos points positifs, et de mieux justement aussi anticiper à l'échelle de la cellule le fonctionnement en fait. D'accord. Ce jeu au départ, c'était une pure posture académique intellectuelle. Tiens, on va faire un jeu et puis on verra si on peut l'utiliser, ou mine de rien, c'est une demande d'élus qui se sont dit merde, là on a eu un problème, on n'a pas bien géré, personne n'est content. Alors il y a une volonté à la base qui est de dire, essayer de rapprocher la science de la société, et comment on peut améliorer finalement les travaux qu'on mène en recherche, et comment ces travaux peuvent être plus applicables à la société. Alors j'ai la chance d'avoir dans l'équipe des gens qui sont très joueurs, j'ai des gamers qui adorent ça, qui adorent aussi un peu révolutionner finalement l'apprentissage, ludifier des systèmes complexes et en faire quelque chose qui soit appréciable, abordable par tout le monde. C'est quelque chose de fabuleux. C'est le métier même d'enseignant, d'essayer d'apporter, de faciliter l'appropriation de la connaissance. Donc là, leur objectif aussi, il est de faire des outils qui soient facilement transposables, utilisables par les citoyens, et faire germer finalement dans leur cerveau des attitudes et des comportements, mieux comprendre finalement leur comportement dans le cas d'une crise. Les Japonais le font très bien, enfin, c'est leur principe même. Alors ils ont d'autres crises, mais très tôt, dès l'enfance, ils travaillent sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de pays qui ont mis ça en place. En France, ça a du mal, j'ai l'impression. Ça émerge. On voit de plus en plus de serious games. Alors les militaires s'en sont très bien saisis, ça vient de là. Et on voit de plus en plus de projets de recherche qui aboutissent finalement aussi à des jeux sérieux pour mettre en situation les personnes devant des difficultés et essayer de mieux comprendre leur capacité. De jeux sérieux, vous dites, hein ? Jeux sérieux, oui. Parce que sinon, si vous dites jeu, c'est que vous n'êtes pas pris au sérieux. Vous avez la même remarque que les militaires quand ils ont fait les serious games. Ils ont commencé, ça a commencé aux États-Unis où ils ont dit on va faire des jeux pour entraîner les personnes, et en fait ils ont été obligés de rajouter sérieux parce qu'en fait ils n'étaient pas pris au sérieux. Et ben voilà. J'avais d'autres éléments. Allez-y. Qui n'était pas forcément le jeu sérieux, mais on forme aussi les entreprises à la gestion de crise avec un simulateur de gestion de crise qui est plus orienté. Alors je ne retrouve pas mes slides dedans, mais oh là là, je suis en train de faire peut-être des bêtises. Si, allez-y, appuyez sur le bouton vert. C'est toujours le bouton vert, voilà.
Alors, vous avez ici quelques exemples d'animations, d'ateliers qui ont été réalisés dans le cadre du projet Site in Crise. Et je voulais aussi parler d'un des outils qu'on a dans le laboratoire qui est le simulateur de gestion de crise, où là on a recréé des vraies cellules de gestion de crise très high-tech, avec, vous voyez, avec des écrans tactiles dans lesquels on va mettre, alors ça peut être des décideurs, des organisations publiques ou des industriels qui viennent se former chez nous, soit pour faire du team building et voir un petit peu comment les équipes vont réagir face à une crise, et essayer d'avoir aussi les bons réflexes, essayer de mieux se comprendre, essayer d'adopter aussi des modes de fonctionnement qui permettent de mieux transférer la connaissance dans la gestion de crise. Donc là, c'est vraiment la paillasse. Là, on les met dedans, on les observe, et après, on fait du débriefing avec ces équipes-là pour leur dire, alors on ne dit jamais aux gens qu'ils ont mal agi ou mal géré, hein, mais essayer de faire émerger chez eux justement une analyse de leur comportement pendant la gestion de crise. C'est eux qui doivent être finalement les moteurs en fait de leur amélioration. Là, vous leur balancez des fausses inondations, des faux glissements de terrain. Ouais, ça peut être ça, exactement. On a travaillé, là, l'exercice que vous voyez, c'est un industriel qui vient se former à la pollution de la ressource en eau de son usine de traitement d'eau. Donc il se retrouve avec une pollution chimique, et au début, il imagine que cette pollution est quelque chose de temporaire, qui va perturber finalement le fonctionnement de son entreprise de potabilisation pendant une semaine. Il se trouve que le polluant qu'on vient injecter, donc le scénario qu'on vient injecter, est un polluant qui dure plusieurs années, et donc il doit se projeter à la continuité d'activité de son entreprise dans une ressource en eau qui va être polluée pendant 2, 3, 4 ans. Et donc c'est aussi ça, faire émerger les plans de continuité d'activité. Qu'est-ce qui se passe quand mon entreprise peut être fortement impactée par un événement extérieur? Bon, on verra après les enseignements que vous en avez tirés, Madame Joannet. Tout ça nourrit notamment, enfin tout ça nourrit peut-être notamment un modèle d'intelligence artificielle, Hydria, que vous avez développé. Oui, merci. Alors Hydria, en fait, c'est un projet financé par l'ANR de laboratoire commun avec l'entreprise Synapse Informatique, qui est représentée par M. Daubricéan. C'est le hasard qui a fait qu'il est là avec voilà. Et donc dans ce projet, nous développons effectivement des outils supplémentaires, enfin nous contribuons à faire de la recherche pour développer des outils supplémentaires pour l'entreprise Synapse Informatique en utilisant l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà, on entend tout, on entend beaucoup de choses. Ça recouvre pas mal de modèles. Dans le cadre de l'hydrologie, nous avons commencé nos premiers modèles il y a déjà très longtemps, dans les années 90. Et ça vient du constat qu'en ce qui concerne l'hydrologie, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas toutes les fonctions physiques qui sont à l'œuvre quand on a une crue, quand on a une sécheresse. Si pour ce qui est de l'eau de surface, quand on a des grands bassins versants, ça va, ça se moyenne, on peut arriver à prévoir. Une crue, par exemple, à Paris, on a 2-3 jours d'avance parce qu'on arrive à voir ce qui se passe à l'amont, à concentrer l'eau, à la propager, on arrive à faire quelque chose. Mais dès qu'on a des petits bassins très rapides qui ne sont pas tellement bien mesurés, c'est compliqué. Quand c'est des bassins hétérogènes avec des géologies différentes et des occupations des sols différentes, c'est un peu plus compliqué. Et autour de la Méditerranée, sur le thème de la conférence d'aujourd'hui, eh bien, nous avons des bassins versants très, très hétérogènes avec ce qu'on appelle des systèmes karstiques, c'est-à-dire des systèmes de roches calcaires fissurés. Allez-y. Voilà, fissurés par la tectonique des plaques, l'eau de pluie vient les dissoudre, faire des vides de manière très hétérogène. Donc c'est là-dedans qu'il y a des grottes et des avennes et qu'on peut éventuellement circuler. Et sur le pourtour de la Méditerranée, il y a des réservoirs comme ça souterrains qui se font, qui sont extrêmement grands et qu'on peut utiliser comme Montpellier, qui pompe son eau dans un aquifère karstique, donc vers la source du Lez. Donc ces systèmes karstiques, ils ne sont pas très bien connus parce que très hétérogènes. On peut avoir une galerie de 10 mètres et à côté toute une multitude de petites fissures, mais qui vont stocker autant d'eau que la galerie de 10 mètres. Voilà, donc c'est assez compliqué. Les méthodes physiques sont en échec parce que, alors pour ceux qui ont fait un peu de maths, on a une équation différentielle avec des paramètres à l'intérieur. On imagine une équation, on va linéariser ax plus by. On aurait un paramètre A qui vaudrait 10 moins 3, enfin voilà, et puis le paramètre B il ferait 10 moins 8, ce qui fait qu'en gros la précision de l'estimation de A est égale à la précision du paramètre B. Du coup, on ne peut pas mesurer les deux et les simuler dans la même équation. Donc on a besoin d'une méthode qui puisse apprendre ce fonctionnement non pas par une équation physique, non, reviens en arrière, mais avec des données. Donc on a développé des méthodes qui apprennent à partir des données. L'intelligence artificielle, ça n'est que ça. Ça n'est qu'un modèle statistique qui a une base de données en entrée, une base de données en sortie et qui associe
ses entrées à ses sorties. Alors pour l'hydrologie, on l'a développé principalement pour donc, les fonctions qui étaient pour l'instant inconnues. Et c'est vraiment ça l'avantage de l'intelligence artificielle. Donc j'ai cité les karstes, on a aussi les crues rapides. Quand on a une crue rapide, en fait, il pleut énormément. Alors en Cévennes, on travaille sur les épisodes cévenol. Il peut pleuvoir 100, 200, 300, 500, 600, 700 mm en moins d'une journée. Et il pleut beaucoup et puis tout d'un coup, l'eau de la rivière augmente et monte prodigieusement, mais on ne sait pas à quel moment, pourquoi ça augmente et jusqu'à combien ça va augmenter. Malgré le recul, malgré les données accumulées depuis des années, malgré la conscience collective que ça existe, la mémoire collective, on n'arrive pas à deviner, à prévoir un jour, 2 jours près que ça va arriver. Alors, un jour, 2 jours près, c'est encore plus compliqué, mais disons, on se place 3 heures avant, là. Oui. et en fait, c'est la problématique des événements extrêmes. Par définition, ils sont extrêmes, donc ils sont rares. Donc, dans la base de données, sur une base de données de 50 ans, on en a peut-être un qui est correctement mesuré. Voilà, donc ça devient très compliqué de faire un modèle qui soit capable de généraliser, comme on dit en intelligence artificielle, ou de pouvoir transposer ce qu'il a appris sur toute sa base de données à des événements extrêmes. Notre spécialité à nous, là, et qu'on développe dans le cadre de Hydria, c'est de se dire, on va faire un modèle. On suppose, disons, que la fonction physique est quand même la même pour les événements extrêmes que pour ceux qu'on a, parce que si c'est pas la même, on peut rien faire. Aucun modèle ne peut rien faire. Et on va quand même apprendre sur des événements de moindre intensité et tenter de généraliser, de prévoir sur l'extrême. Comme ça, on valide notre modèle et on montre qu'il est possible de l'utiliser sur des événements extrêmes. Les données viennent d'où ? Alors, pour les crues, souvent du service des prévisions des crues. D'accord. Depuis cette année, Météo France a libéralisé ces données, donc on peut prendre aussi les données de Météo France. Donc ça nous permet aussi de travailler sur la prévision des pluies pour augmenter un petit peu l'horizon de prévision des crues. Et autrement des données, autrement de gestionnaires, hein, de bassins, de métropoles par exemple. On a un contrat pour un site d'études dans le cadre du projet Hydria avec la ville de Nîmes. Donc là, ils ont une très très belle plateforme Espada avec beaucoup de données accumulées, donc on travaille avec ces données-là. Mais même par exemple, une autre difficulté, vous voyez sur Nîmes, ils ont fait des grands travaux dans le cadre des papilles, donc ils ont recalibré tous leurs chenaux d'écoulement là qu'on appelle plan des cadres. d'adaptation, papilles, je sais plus. Alors c'est un plan d'adaptation, aux prévisions des inondations peut-être. La prévention des inondations, voilà, c'est ça. Voilà. Et, oui, à Nîmes, et vaut donc mieux voilà, qu'en mer, du coup ces canaux ont complètement changé. Donc en fait la relation hauteur-débit est plus du tout la même. Et notre base de données pour l'apprentissage des réseaux de neurones, c'est sur les anciennes données finalement. Maintenant le modèle a complètement changé, donc on cherche des méthodes pour faire que le réseau de neurones, c'est ce qu'on utilise comme intelligence artificielle, va s'adapter aux non-stationnarités du bassin. Parce que non seulement c'est compliqué. La non-stationnarité, définissez. Oui, alors c'est quand en fait le système physique change, ou bien que ces forçages, ces entrées changent. Donc à ce moment-là, si les entrées sont complètement différentes, événements plus intenses, plus rapides, température plus élevée, la végétation par exemple, la forêt va brûler, donc le bassin versant, sa fonction hydrologique change énormément. Ou alors elle est en grand état de sécheresse ou au contraire en grand état d'humidité, le fonctionnement va changer. Et il faut que le modèle soit capable de s'adapter à ça. Donc vous n'avez pas que des données issues de capteurs physiques, vous avez des données issues de la végétation, de l'observation de la végétation par exemple ? Voilà, que c'est quand même des données physiques, hein, puisque c'est lié à la végétation. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser les valeurs qu'utiliserait un modèle physique. Par exemple, un modèle physique, il utiliserait la pluie pour calculer un débit. Nous, on peut calculer une hauteur d'eau. Et une hauteur d'eau, elle n'est pas physique au sens où, dans la rivière, selon l'endroit où vous observez la hauteur d'eau, pour un même débit, la hauteur d'eau pourrait être différente. Si la rivière est large, la hauteur d'eau va baisser. Si vous avez un canyon, la hauteur d'eau va monter, par exemple. Donc, on peut finalement s'adapter à des variables qui ne sont pas celles que nécessite la physique. Et même, on peut utiliser des variables qui sont seulement des variables corrélées à la variable physique. Par exemple, des données alternatives. On avait trouvé d'autres données, par exemple, que la pluie, si jamais on a les capteurs de pluie ou les remontées de pluie chutent, par exemple. D'accord, question sans doute très naïve, très bête. Vu que vous tenez compte de tout, est-ce que vous tenez compte des sciences sociales, c'est-à-dire du bon sens paysan, qui pourrait faire dire à quelqu'un « Oula, vu le ciel, comment il est, vu les oiseaux que je vois passer, vu la baisse de température, il va peut-être se passer un épisode méditerranéen ». Est-ce que ça se paramètre ? Alors, je dirais pas en temps réel, mais que ça se paramètre, oui, parce que les experts, on les écoute. Parce que nos modèles ne sont pas appris en aveugle. On met n'importe quelle donnée, n'importe quelle sortie. Et on met surtout n'importe quelle architecture au milieu. On a une grande expertise, effectivement, pour essayer d'extraire ce qui est important pour prévoir ces extrêmes.
On est vraiment focalisé sur les extrêmes. Et du coup, on travaille beaucoup pour arriver vraiment à trouver les variables les plus pertinentes et donc les entrées, les variables, et puis la structure interne qui sera la plus pertinente pour prévoir ces extrêmes. Donc le papy, là, il pourrait être utile. Parce qu'il pourrait nous dire, quand c'est terrible, c'est que tout le temps, quand il pleut là, ça veut dire que l'information de pluie sur cet endroit, elle est particulièrement critique. Vous dites, il pourrait être utile, mais il ne l'est pas encore. Il n'est pas dans votre modèle. Si, il l'est, parce que dans la phase de conception du modèle, Ok. on écoute tout ça. Ouais. Très bien. Monsieur de Brisséon, ce modèle, c'est vous, c'est Synapse. Synapse Informatique, dites-nous tout. La transformation en fait de toutes ces études et de... Prenez la zapette, si vous en avez besoin. On va utiliser ça aussi, ouais. Donc la transformation des démarches de recherche scientifique, effectivement, nous sommes le partenaire industriel dans le cadre de Hydria et on essaie de translater ça dans des systèmes opérationnels. D'ailleurs, c'est un peu mon propos du jour sur le fait que l'acteur Synapse dans ce domaine essaye de... nous sommes là depuis un certain temps en tant que faiseurs de solutions, en tant que motoristes en fait, pour les dispositifs d'alerte des crues ou de gestion de ressources en eau. Sortir un modèle du laboratoire pour le rendre opérationnel oui, pour les pompiers, des gestionnaires, etc. Transformer en fait l'effort scientifique et les études amont, les transformer dans des outils opérationnels qui donnent de l'autonomie et qui permettent aux gestionnaires de traverser les épisodes de crise ou de gérer sur des temps un peu plus longs tout ce qui est gestion de ressources en eau. Nous avons un certain goût en fait à la fois de l'innovation et un peu de rage, je dirais, de transformer ça dans des outils opérationnels qui sont utilisés de manière effective, parce que c'est pas forcément un exercice qui a lieu naturellement en fait. Utilisé par qui, votre clientèle? Utilisé, nos clients sont des services de l'État, le service de prévision des crues, essentiellement en France, à l'étranger également. Des collectivités territoriales, des syndicats de bassin, des industriels, en fait, tous les acteurs qui mettent en place des dispositifs construits en fait pour gérer ces épisodes. Alors, ce que je ferais peut-être pour donner quelques exemples, en fait, même dans le cadre Hydria, par exemple, je prolonge les propos de Madame Joannet. Nous sommes en train de déployer plusieurs démonstrateurs dans des conditions assez différentes afin de fiabiliser en quelque sorte les solutions et les adapter à des contextes différents en fait. Vous avez un exemple pour la ville de Nîmes, ça veut dire une extension du système en place Espada avec des modèles locaux d'intelligence artificielle qui vont permettre de voir un peu mieux sur des points précis ce qui se passe sur les cadres de la ville de Nîmes. Dans un registre un tout petit peu différent, d'autres applications possibles, c'est à travers un autre démonstrateur qui traite de la reconstitution de débit sur des dizaines de bassins versants en Afrique du Nord et dans l'Afrique de l'Ouest. Donc on fait ça en exploitant des données dans une collaboration très étroite avec IRD, qui participe également dans le cadre Hydria. Puis il vous faut remonter combien d'années en arrière? Il vous faut une série historique qui remonte à quand? En fait, là, vous avez quelques années, à des dizaines d'années en général. Donc plus il y a de la donnée fiable dans le temps derrière vous, plus ça vous permet déjà de construire des modèles qui sont pertinents, de faire des projections dans la perspective du changement climatique, etc. Donc la donnée, ça devient plus important que jamais dans ces techniques. Puis en traversant à nouveau la Méditerranée, un autre cas de figure qui est encore
différent. C'est un comportement, dans la région de Toulon, où on essaye de modéliser le comportement du LAS, qui est couplé à un système karstique, les Dardennes, au nord de Toulon. Donc là, pour les démonstrateurs, dans ce cadre, alors ça, c'est des déploiements qui sont en cours, sinon, et qui se traduisent toujours sur ce côté opérationnel, en fait. Donc des outils qui sont utilisés, alors on espère que pas tous les jours dans le cas des crises d'inondation, mais en tout cas qui servent vraiment dans les comités de crise pour observer, pour restituer a posteriori ce qui s'est passé, et de pouvoir se projeter sur cette base pour améliorer ces systèmes également. Alors, sur un volet un tout petit peu différent des démonstrateurs qui ont fait l'objet des projets de collaboratifs et avec un fort apport scientifique, on trouve toujours en bord de Méditerranée et assez proche d'ici d'ailleurs des systèmes comme des motos qui sont ou Visio sur la plaine du Roussillon, qui sont des produits construits dans le cadre des projets collaboratifs avec un consortium scientifique comprenant Hydrosciences, le Bergem. Ils ont participé, ils ont coordonné en plus ces opérations-là, et bien sûr les gestionnaires du territoire respectif. Ici, il s'agit plutôt pour Visio 66 du département, du conseil général, du syndicat des nappes du Roussillon, les syndicats du TED, de la TEC, du REAR, etc. Donc c'est des plateformes qui permettent à tout ce monde de voir clair ce qui se passe sur le territoire et de pouvoir se projeter à l'avenir. Un autre exemple, le territoire de Thau, dans la même catégorie. D'ailleurs, c'était des opérations collaboratives, des projets jumeaux, en fait. Et nous avons également transformé ça dans des plateformes qui sont opérationnelles aujourd'hui. Donc, ils ont dépassé depuis plus d'un an maintenant leur statut de produit de projet de R&D pour permettre aux acteurs de ce territoire de partager l'information, de la suivre, de gérer leurs affaires, en gros. Voilà. Il y a quelque chose de particulier avec les temps de taux qui nécessite ce genre de travail? Les temps de taux, ça traite effectivement une problématique générale du suivi des eaux de surface et des eaux souterraines. Et les temps de taux, comme peut-être pas mal de personnes dans le public le savent, il y a un phénomène aussi particulier qui est celui de l'Inversac, qui a nécessité aussi... Là, il faut l'expliquer, l'Inversac. Alors l'Inversac, dit de manière très, très simple, c'est que en fonction, dans certaines conditions, en fait, il y a une source de la Vise qui arrive, une source souterraine qui arrive dans les temps de taux. Et lorsque le niveau y baisse, où il y a des conditions qui s'expliquent tout à fait par de la physique en fait, mais il peut avoir lieu une inversion du sens de circulation de l'eau qui n'arrive plus des aquifères et des ressources d'eau qui sont dans les terres vers les temps de taux, mais la circulation elle s'inverse. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau saumâtre, salée, qui rentre dans les terres. Et au vu des enjeux, autour, il y a des bains, il y a de l'industrie, il y a de l'agriculture, il y a tout ce qui est la culture des huîtres, etc. Okay. Donc ça représente des enjeux importants. Donc cet aspect-là, il a été également adressé dans ces systèmes qui sont taillés quand même sur mesure parce qu'on a ce souci d'opérationnalité. Afin de permettre la scénarisation déjà. On ne peut pas prédire peut-être de manière très précise, mais il y a eu un effort considérable pour pouvoir scénariser et avoir une bonne chance d'encercler le sujet lorsqu'il arrive, parce que c'est un peu ça sème la peur en fait autour de le temps. Ce que
l'exercice que je viens de vous présenter, j'aimerais souligner un point concernant une certaine difficulté quand même à transformer des produits scientifiques vers des outils opérationnels. Donc nous travaillons très dur pour le faire. Il y a nous en tant que faiseurs et acteurs chargés de la valorisation, mais il y a également les gestionnaires, bien sûr, les consortiums scientifiques qui travaillent en amont, etc., tout le monde participe de manière très consistante en fait à avoir quelque chose à valoriser finalement et à transformer dans des outils opérationnels. Mais il y a aussi une participation qui est très importante et une place très importante qui est assurée par les gestionnaires de ces territoires, dans la mesure où ils ne sont pas seulement utilisateurs finaux et souvent financeurs en fait des systèmes qui doivent perdurer, mais ils sont des véritables faiseurs en fait. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de travail et dans les deux cas de figure que je viens de vous présenter, il y a eu des efforts considérables dégagés par tous ces acteurs pour obtenir des systèmes qui sont et opérationnels et utiles en fait, vraiment utiles en fait. À l'élaboration des modèles. Ils participent à l'élaboration du modèle, au fait que les données soient là, à coordonner leurs partenaires et prestataires divers et variés. C'est pas un truc qui est proposé, clé en main, imposé, c'est un truc auquel ils participent au départ. Oui, vu de loin, en fait, ça ressemble à ça. Ça veut dire que c'est des projets qui il suffit d'injecter des flux financiers en amont, vous avez des gens compétents, il y a des outils qui sortent à la fin. Mais en fait, on constate qu'il est souvent nécessaire que, vu la complexité parfois et les problèmes même d'organisation qu'il peut avoir, les gestionnaires participent un peu à tous les niveaux et c'est grâce à eux qu'on arrive au bout, en fait, sur la ligne d'arrivée. D'accord. Merci. Guillaume Ferry. Autre modèle, prévoir les abats d'eau massifs, mieux caractériser le risque d'inondation. C'est vous, Predict. On vous écoute. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, Predict, je ne sais pas si voilà, on peut mettre... Donc Predict est une société qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années et qui a été créée au départ, il y a 20 ans, sur la base des retours d'expérience des inondations de 2002-2003 dans la région et au cours desquels les élus se sont exprimés sur un besoin d'une meilleure préparation et d'une meilleure connaissance sur les risques. Et c'est vraiment de là que Predict est né. Avec donc 3 partenaires qui sont toujours nos actionnaires aujourd'hui, qui sont Météo France, BRL, qui est très présent aujourd'hui également, et Airbus sur la partie observation de la Terre. Donc on pourra y revenir parce que c'est un élément important aussi de notre travail. La partie satellite La partie satellite tout à fait d'Airbus. À l'époque, ça s'appelait EADS Astrium, voilà, pour ceux qui ont connu il y a une quinzaine d'années. Et donc ces 3 partenaires, BRL, Météo France et Airbus, ont donc, à travers Predict, cherché à développer des solutions pour que d'abord les collectivités, en premier lieu, historiquement, soient mieux préparées pour faire face à ces situations de risque météo, dans un contexte qui était déjà un petit peu émergent dans les années 2002-2003 de changement climatique, bien sûr, et qui est exacerbé aujourd'hui, que les collectivités, les territoires soient mieux préparés, à la fois dans l'aspect connaissance des risques, amont, mais aussi dans le volet préparation. Et ça, c'est un travail qu'on mène depuis toujours. C'est d'aider les collectivités sur un volet de préparation, c'est-à-dire organisation du territoire pour faire face, le jour où l'événement survient, de la manière la plus efficace possible à la survenue et aux conséquences de l'événement, donc à travers notamment dans les communes, les plans communaux de sauvegarde. Et puis dans des entreprises, on en a parlé déjà un petit peu avant, les plans de continuité d'activité. Aujourd'hui, dans les intercommunalités, des plans intercommunaux de sauvegarde. Donc tous ces dispositifs de préparation qui sont organisés à l'avance et qui vont chercher à identifier les risques et surtout à organiser une chaîne opérationnelle efficace pour limiter autant que possible les conséquences des risques. Et donc Predict travaille sur ce volet d'anticipation, connaissance des risques, préparation et ensuite aussi de surveillance. Et donc on a une unité, l'illustration qui est là, c'est les 2 salles de surveillance de Predict, donc 2 unités de surveillance qui sont actives 24 heures sur 24 et qui donc monitorent tous les phénomènes hydrométéorologiques, donc l'une à l'échelle de la France et l'autre à l'échelle du monde entier. Voilà, c'est des vraies salles, c'est pas les salles de Monsieur Aprin où on balance du fake
pour voir comment les gens réagissent. Effectivement, mais on travaille aussi sur des serious games et en relation aussi avec Holdemine pour préparer avec les collectivités. Mais celles-ci, non, ce sont des vraies salles de surveillance au sein desquelles nos équipes d'ingénieurs se relaient pour détecter les phénomènes, basés beaucoup sur la donnée de Météo France, qui est un de nos actionnaires, détecter les phénomènes, les monitorer, les détecter, évaluer le risque à l'échelle locale. Donc, est-ce que le phénomène qui s'observe peut avoir des conséquences sur telle et telle commune? On regarde des risques qu'on a identifiés en amont et ensuite transmettre des recommandations, accompagner les décideurs dans des prises de décision pour que l'action locale soit la plus efficace possible. Donc ça, c'est tout l'ADN de Predict qu'on développe depuis une vingtaine d'années maintenant. L'entreprise a été créée en 2006, mais a pris naissance au sein du groupe BRL en 2003. Et qu'on petit à petit on étoffe et on étend à l'échelle nationale et qu'aujourd'hui aussi on étend à l'échelle internationale, au niveau international sur d'autres projets dont je pourrais parler si besoin. Donc le principe aujourd'hui, ça a été de développer petit à petit auprès de l'ensemble des acteurs des solutions opérationnelles. Au centre de l'image ici, c'est donc les communes, les collectivités. Savoir qu'en France, c'est le maire qui est responsable de la sécurité sur son territoire, donc le préfet et les maires. Et donc les maires au titre de la loi de modernisation de la sécurité civile, mais aussi des lois plus récentes du Code des collectivités territoriales, et le responsable de la sécurité, et à ce titre se doit d'organiser les modalités de gestion de crise pour réaliser ces éléments, il doit se baser sur donc, des données de connaissance des risques. Et c'est là où on cherche à travailler de manière la plus large possible avec des partenaires, avec des laboratoires aussi, avec d'autres partenaires d'ingénierie, pour avoir les meilleures données possibles pour se préparer, pour connaître les risques et se préparer à y faire face. Et petit à petit, au cours des 20 années de Predict, on a étendu un petit peu le panel d'usagers, de bénéficiaires, de partenaires avec lesquels on travaille, vers les industries, vers les entreprises, vers le monde de l'assurance, qui, on pourra en reparler, mais était historiquement un acteur plutôt de la réponse, de la réparation, j'allais dire. Et qui maintenant, il voit que ça leur coûte de plus en plus cher et il se dit, je vais prévoir. Voilà. C'est ça, je vais prévoir et je vais être aussi dans la prévention. Voilà, et c'est à ce titre-là qu'on travaille énormément avec les assureurs, avec diverses compagnies, à la fois sur les citoyens, à la fois sur les entreprises et également auprès des communes. Donc avec un assureur qui est Groupama notamment, qui est le premier assureur de collectivité et qui déjà depuis presque 15 ans a décidé d'accompagner les mairies dans leurs obligations et leurs responsabilités de gestion de crise. Et donc aussi aujourd'hui vers les autorités nationales, donc Predict, même si on a un statut privé, on est aussi aux côtés des préfectures, des pompiers, pour que cette information d'anticipation des risques, cette information sur la connaissance des risques et sur les avertissements opérationnels puisse être également partagée, bien sûr, avec les responsables nationaux et régionaux. Ok. Voilà. Donc le principe de cet accompagnement, c'est de baser toute notre chaîne d'avertissement opérationnel sur un aspect progressif qui va donc s'indexer sur l'identification des risques, la détection de ces phénomènes à risque, et donc transmettre des avertissements successifs vers les territoires en fonction à la fois de la temporalité du phénomène et aussi de sa gravité, avec une orientation très opérationnelle. Donc vers les collectivités, par exemple, ça va être des recommandations d'action, de mobilisation, d'action locale, de sécurité, donc avec notamment des actions notamment auprès, dans les mairies, sur les voiries, sur les routes qui sont en région méditerranéenne, une source majeure de victimes en cas d'inondation. Donc travailler sur l'identification de ces axes et les stratégies les plus opérationnelles pour mettre en place ces actions de sécurité. Donc cette transmission de l'information qui est essentielle, à partir de la détection, la transmettre pour que l'action locale soit opérationnelle. La transmettre, l'intégrer dans les PPRI ? Alors les PPRI, c'est plus un volet donc, on va dire réglementaire, un peu plus amont, qui est essentiel parce que c'est par là qu'on va pouvoir agir sur la limitation de l'usage, de l'expansion de l'urbanisation et des vulnérabilités dans les zones à risque. Là, sur ce volet plan de sauvegarde, c'est plutôt le volet opérationnel qu'on va chercher à identifier. Une fois que le risque est là. Voilà, le risque est identifié, le risque est là, il est connu, on cherche à le connaître le mieux possible, à savoir comment les phénomènes surviennent d'un point de vue de la cinétique, mais
le risque a été identifié et le but, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter l'impact. Voilà. Donc c'est la différence entre la chaîne, on va dire, de gestion de crise et plutôt l'identification des risques en amont. Et donc on va, voilà, comme ça, transmettre des avertissements sur le territoire. Et ici, cette slide représente l'année 2024, hein, qui a été une année assez remarquable d'un point de vue des précipitations. C'est une année record. Donc on pourra en parler aussi sur les risques que ça induit, hein, bien sûr d'inondations, mais pas que. On va en parler aussi au niveau des sols et de ce que ça peut impliquer. Alors, il y a des aspects bien sûr positifs sur la ressource en eau. Hein. On sait qu'on était frappé par des grosses problématiques de manque, mais là on est plutôt dans l'excès et tant mieux. Mais par contre, ça va avoir d'autres conséquences. Donc ça, c'est l'illustration de l'année 2024, au cours de laquelle donc Predict a accompagné les territoires qui ont été exposés à peu près une quarantaine d'événements particuliers, mais dont une vingtaine d'événements forts à majeurs, et donc 4 particulièrement marquants, enfin 5 si on y ajoute une tempête, et donc la quasi-totalité sur l'année 2024 ont été des événements d'inondation. Voilà, donc c'est cette particularité qui est à souligner avec l'évolution du climat. Hein. Donc Predict, depuis maintenant 20 années, on suit les conditions météorologiques sur le territoire français. Et donc, à ce titre, on commence à voir vraiment des éléments concrets de l'évolution du climat, des risques émergents, des risques qui s'exacerbent. Et donc, cette année 2024, elle est assez marquante d'un point de vue de cette particularité, c'est qu'on est sur une année record au niveau des précipitations, l'année la plus pluvieuse depuis les 30 dernières années, mais aussi l'année la plus chaude, enfin une des années les plus chaudes. Des choses qui sont assez corrélées. Et donc, à ce titre, voilà, on cherche à anticiper aussi avec les collectivités, avec les territoires et les partenaires avec lesquels on travaille, ces risques émergents, ces risques concomitants aussi, ces risques corrélés, c'est-à-dire inondation et incendie, même si ça peut paraître un peu antinomique, c'est des choses qui s'anticipent également. Hein. Les feux en période estivale peuvent avoir des conséquences sur l'accélération des ruissellements et des inondations en période automnale ou période de pluie. Parce que le sol est à nu, tout simplement, a été mis à nu. Ça, le sol est à nu, les ruissellements s'accélèrent. Le risque gonflement-retrait des argiles, dont on parlera juste après aussi, qui est une conséquence directe aussi de l'évolution de l'humidification des sols et de la variation de l'humidification des sols. Et donc voilà, tous ces risques-là sont analysés chez Predict et on cherche avec différents projets à mieux les appréhender pour qu'on puisse intégrer ensuite dans des chaînes opérationnelles cette connaissance améliorée. Voilà, un point toujours sur l'année 2024, hein, bon, il y a beaucoup de chiffres. Donc l'année est remarquable et paradoxale parce qu'elle est extrêmement pluvieuse, mais elle a engendré donc d'importantes inondations, mais elle souligne aussi le fait qu'on est petit à petit avec le changement climatique sur une variabilité interannuelle de plus en plus forte. Et c'est pas parce que cette année a été très pluvieuse que l'année prochaine sera la même chose, que l'année 2025 ce sera identique. Et c'est aussi ça qu'il faut anticiper, c'est cette variabilité qui engendre des nouveaux risques. Voilà. Et qui rend les choses encore moins faciles à prévoir, à prévenir, Absolument. Parce que l'imprévisibilité augmente, tout simplement. C'est ça, et parce qu'on peut finalement être concerné par des phénomènes méditerranéens au-delà de la saison automnale, tel que c'était le cas par le passé. On vient d'avoir 4 épisodes Cévenol à la suite là, sur l'hiver. Il y en a encore un petit en cours là, avec des pluies qui durent pendant toute la semaine sur les Cévennes. On peut être frappé par des sécheresses plus tardives, y compris hivernales. Ça, c'était le cas de l'année dernière. Voilà, donc cette variabilité, c'est un des éléments les plus marquants que l'on souligne et qu'on observe dans nos salles de surveillance, dans nos indicateurs, et qui engendre donc des phénomènes nouveaux. Juste une parenthèse et après petite très rapide sur la base de ces phénomènes météo l'année dernière. Voilà, parenthèse, Predict a informé 16 millions de citoyens, voilà, à travers les assureurs principalement, sur les situations à risque que ces fortes précipitations informé de quelle manière engendré. C'est du SMS? Par du SMS, par des notifications, par de l'information préventive, voilà, mais c'est beaucoup de SMS effectivement envoyés principalement. Merci, je poursuis ce premier tour de table. Bastien Collat. Voilà, il y a le risque inondation qui augmente, il y a le risque sécheresse qui augmente, puis il y a, il y a une interface qui révèle les deux. Hein, c'est l'argile, sont les sols, c'est le risque RGA.
Le RC, retrait gonflement des argiles, risque suffisamment important pour que le Sénat se soit penché dessus l'an dernier, ce qui a modifié la case CatNat sur vos contrats d'habitation. On est passé de 12 à 20%, parce que c'est le premier risque indemnisé après ou avant la grêle, je ne sais plus, par les assureurs. Et foi de journaliste, je n'avais jamais pensé possible auparavant que le risque RGA fasse l'objet d'émissions entières. Il y a même eu pratiquement un C dans l'air entièrement consacré à ça, c'est vous dire si votre présence est importante, Bastien Colas. Mais si. Oui, bonjour à tous. Oui, donc le phénomène retrait-gonflement des sols argileux pour le RGA, en fait, c'est un phénomène qui est considéré comme un risque naturel majeur. En fait. Une maison sur deux est confrontée, je crois. Une maison sur deux, plus de 11 millions d'habitations individuelles concernées au niveau national. Donc, c'est pas rien. Et donc c'est un risque majeur au niveau national qui est reconnu au titre des catastrophes naturelles et de l'indemnisation dont vous parliez, justement. Ce qui fait que ça en fait quelque chose qui coûte excessivement cher à la société. C'est un peu plus de 22 milliards d'euros depuis l'instauration de la CatNat. Et on parlait tout à l'heure de la sécheresse 2022, sécheresse un peu exceptionnelle. C'est le premier poste d'indemnisation au niveau national. C'est plus de 3 milliards d'euros en fait, que ça représente. Donc c'est colossal. On parle beaucoup des inondations, mais en fait, sur les 10 derniers événements, il y en a 6 qui relèvent de retrait-gonflement en termes d'importance au niveau national. Donc de quoi on parle quand on parle de retrait-gonflement des sols argileux? En gros, c'est ce qu'on appelle aussi la sécheresse géotechnique, vous allez entendre ça, ou tassement lié à la réhydratation des sols, différentes terminologies. L'idée, c'est que c'est en fait... petite parenthèse, pour démarrer sur l'histoire du risque, l'approche du risque, faire un point sur l'aléa, en fait, parce que l'aléa, c'est l'agression, en fait. L'agression, on va dire, c'est quel phénomène on redoute. Donc le retrait-gonflement des sols argileux, c'est un phénomène de mouvement différentiel, en fait, de certains sols argileux, donc qui contiennent des particules très très fines, et qui sont, en plus de ça, d'une composition spécifique, une minéralogie, qui permet, en fait, aux argiles. Les argiles, ce sont des feuillets, en fait, comme vous voyez un petit peu sur l'illustration, sorte de millefeuilles. Et certaines argiles, famille des smectites pour le détail, ont la capacité d'absorber des molécules d'eau, en fait, et donc de gonfler, et de relarguer ces molécules d'eau, et donc de se rétracter. Donc en fait, c'est un petit peu, pour faire une image un peu simpliste, on va faire une sorte d'éponge que vous laisseriez sur la table, qui gonflera avec la pluie, et puis avec le soleil qui se rétracte. C'est exactement ça. Donc ça, en gros, c'est l'aléa, c'est cette variation de volume des sols. Et si dessus on a des habitations, notamment des maisons individuelles, structures relativement légères, en rez-de-chaussée, avec des fondations peu profondes, eh ben ces fondations vont être affectées de ces déformations-là. Et selon la vulnérabilité de la structure, on va avoir un risque qui va apparaître de désordre, de fissuration notamment, qui vont s'observer. Est-ce que dans la salle, des gens étaient confrontés à ce risque, chez eux? Oui, monsieur. Luna, vous êtes là, Luna? Oui, passez le micro. Monsieur, levez la main. Bonjour, je vous prends au dépourvu, je vous prends à froid. Vous êtes confronté chez vous directement, dans votre maison? Oui, j'habite Montpellier, j'ai vu l'apparition de micro-fissures au sein de mon habitation. Heureusement sans gravité pour l'instant, mais oui, je connais le phénomène. Ouais. Et l'assureur vous a répondu quoi? Pour l'instant, on est sur des micro-fissures, je ne l'ai pas contacté, mais oui. Mais qui est lié à un risque RGA? Ah oui. Ok, ça c'est sûr. Mais j'étais prévenu au moment de l'acquisition de la maison, parce que c'est dans l'acte notarié, effectivement, il y a des catégories de risques de mémoire. Donc, effectivement, maintenant, on a l'information acquéreur-locataire qui stipule le risque RGA. Ouais. C'est ça. Merci, monsieur. On va y revenir justement sur cette information, parce que du coup, vu qu'on est face à un phénomène et un risque prégnant, il y a toute une politique de prévention qui a été mise en place au niveau national. Juste pour revenir sur le phénomène, donc on a cette histoire de variation en fait du volume des argiles qui engendrent ces dommages, et ces variations de volume, ils sont directement liés aux variations de teneur en eau en fait qu'on va avoir au niveau des sols argileux, et ceux-là ils sont régis essentiellement par tout ce qui touche à l'évapotranspiration, donc l'évaporation simplement, mais aussi toute l'influence de la végétation qui va avoir tendance à capter en fait l'eau dans le sous-sol et qui vont avoir tendance à assécher les sols. Et forcément, on va retrouver un petit peu ce qu'a présenté Prédict et les collègues sur les volets inondations. L'état d'humidité des
sols à la fin de l'hiver, et il va être vraiment important parce que plus en fait les variations de teneur en eau de ces sols argileux vont être importantes, plus les déformations en fait vont être importantes et les dommages associés également. Le phénomène, on dit toujours qu'il est multifactoriel parce que, comme on l'a dit, on a la partie en fait aléa avec ses conditions météo changeantes, avec les propriétés du sol changeantes. On a des argiles plus ou moins sensibles au phénomène, c'est-à-dire que l'amplitude de déformation, elle est plus ou moins importante selon la qualité des argiles, donc ça c'est vraiment essentiel. Et puis derrière ça, on a aussi toutes les caractéristiques environnementales. Est-ce qu'il y a de la végétation sur la périphérie de la maison? Est-ce que c'est une maison mitoyenne? Est-ce qu'il y a 2 étages, etc. Et ensuite, les caractéristiques même du bâtiment, c'est-à-dire sa structure. Est-ce que les fondations sont suffisamment profondes? Parce que plus on va aller en profondeur, moins les variations de teneur en eau vont être importantes et moins les déformations vont être importantes. Donc on imagine bien que la structure même de la maison, ses fondations, sa rigidification, en fait, est-ce que c'est bien construit ou est-ce que c'est plutôt flexible pour s'adapter à des déformations? Tout ça sont tous les facteurs qui vont être intégrés dans l'évaluation du risque. Voilà, je vous montre quelques petits exemples de dommages. Alors bon, voilà, c'est pas chez vous encore, monsieur, ce type de fissure. Vous avez dit encore, vous allez lui faire peur. Alors, on va en parler parce qu'effectivement, on a toujours des questionnements sur la cyclicité et le retour de ces périodes de sécheresse. Est-ce qu'on va avoir des aggravations, en fait, des dommages liés justement à la fatigue des structures, tout simplement? C'est des questionnements. Voilà, vous avez quelques exemples remarquables. Il n'y a pas eu beaucoup de maisons au niveau national qui ont été démolies à cause des fissures qui sont apparues liées au retrait gonflement. Voilà. C'est assez exceptionnel. Il y a eu quelques cas, notamment dans le Var, où on a eu des choses comme ça. Bon, là, c'est une des maisons qui a été démolie. Contrairement à des phénomènes de glissement de terrain qui peuvent provoquer des grandes déformations pour lesquelles on a de la démolition préventive en fait, des structures qui sont vraiment attaquées. Et puis on n'y pense pas souvent, mais en fait... de plus en plus, les gestionnaires de réseaux routiers sont confrontés au phénomène de retrait-gonflement sur les structures de chaussée, avec une fissuration qui se met en place, du coup des infiltrations, et après on a une sorte de cercle vicieux qui s'installe, avec ces cycles humidification, sécheresse qui vont se développer, et du coup les structures de chaussée qui vont en souffrir, et le risque quelque part va s'aggraver. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à avoir de plus en plus, et les gestionnaires commencent à intégrer ce phénomène-là. Je vous les ai dit, un peu plus de 22 milliards d'euros, c'est plus de 14 000 communes touchées en état de reconnaissance catastrophe naturelle, dont 7 000 en 2022, encore une fois une sécheresse exceptionnelle. Et puis quand on regarde un petit peu les coûts annuels qui sont représentés par le retrait-gonflement des sols argileux, on voit que depuis 2016, là, on a quand même franchi un petit cap en termes de moyenne. On est à des valeurs de plus d'1 milliard d'euros par an, en fait, qui affectent le phénomène. Donc ça, c'est quand même des choses à prendre en compte. Alors, derrière, on dit, oui, ça coûte cher à la société, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, l'État a mis en place une cartographie nationale du phénomène retrait-gonflement. Donc, d'abord, c'était ce qu'on a appelé une carte de susceptibilité au phénomène, en gros, de dire à quel endroit on avait les argiles les plus sensibles, on va dire, au phénomène de retrait-gonflement pour être capable d'avoir ça spatialement. Ensuite, on a décliné ça en une carte d'aléa en intégrant la sinistralité, c'est-à-dire sur la base de tous les sinistres recensés et répertoriés, notamment avec le partenariat des assureurs, arriver à évaluer la sinistralité des secteurs, mettre ça en relation avec la partie susceptibilité, et on a abouti à ce qu'on a appelé la carte d'exposition au phénomène de retrait-gonflement, qui est présentée là. Et cette carte-là... Il ne faut pas habiter en Occitanie. Hein. Comment ? Il ne faut pas habiter en Occitanie. Il ne faut pas habiter en Occitanie, ou alors dans les Pyrénées orientales, on est bien. Ouais. Oui, voilà. Alors, bon, ça, en fait, est-ce que j'aurais pu mettre une carte géologique de la France en face de cette figure-là? Ça aurait été peut-être assez pédagogique. En fait, on se rend compte que c'est pas un hasard, en fait, l'exposition. C'est vraiment lié à la nature des sols de façon principale. Et on voit, par exemple, toute la zone du Massif central ou le Massif armoricain, qui sont des zones de socle ancien. On n'a pas de formation argileuse très sensible au phénomène, contrairement à tout le bassin aquitain hors zone landaise, où on est sur des formations argileuses molassiques, en fait, des détritiques, qui comprennent ces fameux minéraux argileux sujets au retrait-gonflement. Cette carte-là, elle est essentielle parce qu'elle donne une information, mais en plus, elle est intégrée à une loi sur l'aménagement qu'on appelle la loi Elan et qui impose en fait aux particuliers
de diligenter une étude géotechnique, une étude de sol avant la construction. Donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que quand vous êtes en zone rouge ou en zone orange de cette carte-là, que vous voulez faire construire une maison, l'idée de la prévention, c'est de dire on vous impose de faire une étude géotechnique pour déterminer le type de fondation, la profondeur d'ancrage, les dispositions d'aménagement sur la gestion des eaux, etc., que vous devez mettre en place pour vous affranchir du phénomène de retrait-gonflement. Donc ça, c'est assez essentiel. Il y a une alternative, c'est de dire, vous ne faites pas cette étude, mais à ce moment-là, vous devez appliquer un pacte de mesures forfaitaires pour la construction, qui est assez contraignant. C'est-à-dire, il y a quoi dedans? En gros, c'est de dire, vous allez faire vos fondations au minimum à 1,20 m de profondeur, vous allez devoir rigidifier votre structure, vous allez devoir faire un trottoir périphérique tout autour de la maison pour éviter justement ces variations de teneur en eau. Vous allez devoir éloigner la végétation à plus de 1,5 fois la hauteur de l'arbre à l'âge adulte, ou alors prévoir un écran anti-racine. Vous devez évacuer les eaux de toiture au loin des fondations pour à nouveau limiter ces variations de teneur en eau. Non, pas d'infiltration à la parcelle sur de l'argile. Hein. Alors voilà, là on se retrouve avec des contradictions, évidemment. Il faut éviter, en fait, dans l'idée, c'est éviter les variations de teneur en eau. Donc infiltrer de l'eau, c'est engendrer des variations de teneur en eau, donc c'est contradictoire. Voilà, on se retrouve avec les mêmes problématiques sur les problématiques de glissement de terrain, par exemple, où on dit l'eau dans le sol, c'est le moteur des glissements de terrain. Si on infiltre l'eau dans les sols, on alimente le moteur du glissement de terrain et on favorise cet aléa-là. Donc ça, c'est vraiment aussi des réflexions qu'on doit avoir un petit peu globalement, de façon transversale, à la fois sur la problématique d'inondation, et là on est sur une problématique de sécheresse finalement. Donc on voit encore que c'est pas antagonisme, on doit vraiment travailler sur les deux ensemble, quoi. Voilà. Après, évidemment, le Benjamin est un organisme de recherche sur la thématique des sols, du sous-sol. On a parlé inondation, donc on contribue énormément sur les volets hydrogéologie, c'est-à-dire que autant la ressource en eau, mais aussi tout l'impact sur les inondations. On parlait du karst tout à l'heure, c'est des choses qui nous intéressent. Évidemment, le sol et le sous-sol, c'est la thématique privilégiée pour les problématiques de recherche dans l'établissement. Et donc, juste, je voulais vous évoquer un des projets là, qui s'est achevé sur le phénomène de retrait-gonflement des sols à l'AJE, donc qui était soutenu justement par la région, donc avec Predict Service et Géosec, présent ici. L'idée, c'était de dire, voilà, on est confronté à ce phénomène-là, pour l'instant, on ne le prévoit pas et on n'anticipe pas tellement les choses. Donc, essayons de voir comment on va pouvoir, avec les données météo, de prévision, justement, notre connaissance du sous-sol, essayer de faire un démonstrateur pour aller vers de la prévision du phénomène de retrait-gonflement et du coup, d'y associer des techniques, en fait, de prévention que les particuliers pourraient mettre en œuvre, que des professionnels pourraient mettre en œuvre, ou à très très court terme, ou alors à un petit peu plus long terme pour la sécheresse suivante. Voilà. Donc c'est un projet qui s'appelle Visée Géo, qui est basé sur le principe que vous a présenté Predict, et à la fin l'idée c'est d'arriver à cette fameuse boucle un peu vertueuse de vigilance, de prévention et de mise en sécurité, appliquée au retrait-gonflement, qui est un phénomène beaucoup plus inertiel que le phénomène d'inondation évidemment, mais on se rend compte qu'on a possibilité d'agir, et ne serait-ce que de prévenir les gens et de les informer. Je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel. Voilà. Après, pour terminer, vous avez peut-être accès à tous ces éléments-là. Il y a vraiment une documentation extrêmement riche sur le sujet, et c'est assez essentiel. Donc là, quelques guides qui font un peu la référence sur la thématique. Merci beaucoup. Allez, on termine le premier tour de table. Farid Benjaffer, on termine par vous. Vous allez nous donner de l'espoir, enfin plus ou moins. Ma maison a été très 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 fissurée, et là on appelle Géosec. Farid Benjaffer arrive, et notamment avec une tomographie de résistivité électrique qui, moi, m'a passionné. Tout à fait, merci beaucoup. Donc Géosec est une entreprise spécialisée dans la consolidation de sol, donc elle propose des solutions. Géosec existe depuis 2003. Et elle est implantée en France depuis 2011. Les techniques donc, de remédiation et de mise en œuvre sur les ouvrages sont multiples. On va voir quelques-unes. Donc là, je vais peut-être un petit peu me répéter, mais répéter ce qu'a dit et bien dit Bastien. Cola. Exactement. Donc une maison, elle est posée sur le sol, forcément, et il faut voir le sol en 3 dimensions. C'est-à-dire, voilà, vous avez tout ce qui est l'environnement, ce qu'on appelle la zone d'influence géotechnique, avec ce qu'a dit Bastien, les arbres,
est-ce qu'il y a des trottoirs ou pas, est-ce que le terrain est en pente, mais aussi la profondeur qui est le sol, la qualité du sol. Est-ce que c'est un bon sol, un sol drainant, un sol argileux, ainsi de suite. Pour ce qui est du phénomène de retrait-gonflement, donc c'est cette fameuse possibilité de ce sol argileux à capter l'eau, à gonfler et à se rétracter quand il y a des épisodes de sécheresse. Donc tout est une question d'équilibre. Vous avez une maison qui a son élasticité, donc l'ouvrage, c'est ce qu'on voit, et le sol avec toutes les variations. Il y a un peu de sécheresse. On a Predict avait mis en avant cette 2024 où il y a eu beaucoup de pluie, mais 2022 et 2023 étaient des années très très sèches. Donc c'est là où on a des extrêmes et où le bâtiment est sollicité, c'est-à-dire il y aura beaucoup de sécheresse, beaucoup de pluie. La maison qui est posée sur le sol va subir ce gonflement, il peut être centimétrique, peut-être même chez vous, vous avez sûrement une porte ou une fenêtre qui s'ouvre plus facilement d'un mois à un autre, d'un trimestre à un autre. C'est tout simplement, c'est parce que votre maison se soulève et votre porte ou fenêtre, elle n'est plus d'équerre. Donc, elle s'ouvre et se ferme différemment. C'est des petits signes pour surveiller votre maison. Donc, tout ça, cette rigidité, ou cette élasticité, le bâtiment peut subir ça. Tous les matériaux constructifs sont élastiques, mais à un moment donné, il cède. Il cède et il y a une fissure. Les fissures, forcément, elles suivent les parpaings, comme on le voit ici, voilà, ça c'est les photos, mais ça touche vraiment tous les ouvrages, hein, la maison individuelle, un bâtiment industriel, un dallage, ainsi de suite. Après nous, on parle aujourd'hui beaucoup de climat, on va dire, de l'eau qui vient naturellement, mais il y a aussi le phénomène au niveau de la parcelle, au niveau de la maison, c'est-à-dire une fuite d'eau, c'est aussi un dérèglement. C'est-à-dire que vous apportez beaucoup d'eau dans une zone devant vos fondations. C'est vrai qu'on a un compteur d'eau qui calcule l'entrée, mais on n'a pas voilà, exactement. On tire notre chasse, on ouvre notre robinet, on lave nos fruits et légumes, mais on ne sait pas si les 10 litres d'eau ou 20 litres qu'on a utilisés par jour sont tous allés aux égouts. Il peut y avoir 50% qui sont sous vos fondations, parce qu'il y a une canalisation qui a un peu bougé, sous le phénomène aussi de retrait-gonflement. Vous imaginez des canalisations qui ont 10, 15, 20 ans, qui se soulèvent, se rétractent, se soulèvent, se rétractent. Il y a des petits joints qui peuvent se défaire. Les racines des arbres qui sont proches vont bien sûr chercher l'eau, parce que 2022 c'était sec, donc forcément ils vont aller taper dans les eaux grises. Et elle rentre, ainsi de suite. Voilà. C'est toute une culture à avoir de surveiller sa maison pour éviter ça. Mais vraiment, au-delà des sécheresses, des climats, des catastrophes, des satellites qui nous surveillent, surveillons nous-mêmes nos canalisations, je dirais. Regardons notre facture d'eau, voir s'il n'y a pas des fuites qui entretiennent le risque RGR. Aussi, exactement. Mais voilà, c'est tout un entretien, on en reviendra. Donc la fameuse tomographie à gauche. Alors les solutions que nous proposons, effectivement, nous avons 3 solutions. Le procédé see and shoot, donc voir et injecter. D'accord, c'est 2 injections de résine expansive. Ah oui. Donc on expliquera comment elles agissent. Nous avons la deuxième solution qui est un procédé ground fix, qui sont des micropieux. Donc c'est une substitution des fondations existantes pour les approfondir. Et nous avons le brevet Sargar, qui est un système d'atténuation du retrait-gonflement des argiles, qui a été développé dans le cadre du projet Visegeo, qui a été présenté en 2018 quand même. Il faut le dire que l'Occitanie a pris ce problème de RGA bien avant toute la médiatisation qu'il y a eu à partir de 2020. Voilà. Ils ont été vraiment précurseurs et nous avons eu la chance, avec Predict et BRGM, de travailler sur le projet Visegeo. Donc la tomographie de résistivité électrique. Donc c'est tout simplement cette solution d'injection de résine expansive sous contrôle géophysique, c'est une imagerie 3D. Elle permet de stabiliser le sol porteur par la réduction de la porosité. Donc on imagine qu'on va injecter un produit qui va gonfler et il va changer les caractéristiques du sol. Cette fameuse éponge, on va plus ou moins boucher, combler
un maximum d'espace qui va faire en sorte que à la prochaine pluie, elle prendra moins d'eau et elle relâche moins d'eau. Donc il y a moins de variations et donc moins de mouvement de l'ouvrage et du sol. Donc une réduction de l'eau interstitielle, une homogénéisation des sols, c'est-à-dire que vous pouvez avoir de façon naturelle une maison qui est posée de façon hétérogène. Vous avez une façade qui est posée sur des argiles qui sont sensibles et l'autre qui sont un peu moins sensibles ou un peu moins exposées. Donc voilà un peu la photo de gauche. Vous voyez la diffusion de la résine, c'est les petites taches blanches. Donc c'est un liquide qui va rentrer dans le... Il va être injecté, on va voir comment, et il va gonfler. Et c'est comme ça qu'il va combler le sol. Donc pour cela, pour appliquer cette méthode, donc on a déjà une maison fissurée. Là, on parle que de méthode curative, c'est-à-dire que la fissure est là et on nous demande, le propriétaire, le gestionnaire ou l'assurance prend en charge ce type de travaux, nous demande d'intervenir. Donc comment on intervient? Pour nous, Geosec, effectivement, il y a des études de sol qui sont faites, mais les études de sol sont souvent ponctuelles. Vous avez toujours vu, j'imagine, une machine qui fait des carottages. Ben, on fait une carotte qui fait à peu près un trou de 7-8 cm, 2-3, sur toute une parcelle. Mais qu'est-ce qui se passe entre tous ces trous? Donc c'est précis, la géotechnique, mais c'est ponctuel. Donc pour intervenir sur toute une maison, on fait ce qu'on appelle une tomographie de résistivité électrique, qui est un brevet de Geosec. Donc on installe, comme vous le voyez sur la photo de gauche, des petits électrodes, c'est des tiges métalliques qu'on plante tout autour de l'ouvrage, du bâtiment, de la maison, et qu'on relie avec un fil électrique. Et on va envoyer des ondes électriques du 12 volts. Et ces électrodes, comme nous ici, on pourrait discuter entre nous. Et chaque fois qu'on a une discussion, chaque fois qu'il y a de l'électricité qui est injectée, nous avons un panneau électrique. Et ces milliers de panneaux vont nous donner une image en 3D, comme vous la voyez, la deuxième à partir de la gauche. Et les couleurs, c'est quoi? C'est comment se comporte l'électricité dans le sol. Si les couleurs sont plus bleues, ça veut dire que l'électricité passe plus vite. Donc là, nous sommes dans un terrain argileux et l'argile, de par sa structure, de feuillet, ainsi de suite, garde l'eau vraiment beaucoup plus que d'autres. Elle est moins drainante, donc elle garde l'eau. Donc forcément, là où conduit l'électricité se conduit plus, il est très très fort. Il est susceptible que ce soit des argiles. Donc ça sera notre cible. Les injections seront en priorité. Exactement, et seront adaptées, comme vous le voyez sur le profil, le petit montage que j'ai fait avec la façade et en bas le sol. Donc ça sera la première fois qu'on va voir finalement le sinistre, mais aussi la cause locale. Et on verra que à droite, elle est plus touchée parce qu'à droite, il y a plus de zones de terrain sensibles. Et c'est comme ça que nous allons injecter. Donc le brevet prévoit d'injecter sous contrôle géophysique en refaisant des images au fur et à mesure, puisqu'on va garder finalement cette tomographie électrique, on va injecter la résine par les petits canules que vous voyez là en bas. C'est un peu la méthode la moins invasive aujourd'hui, puisqu'on parle de monsieur une maison, c'est déjà un sinistre. La double peine, c'est que, encore une fois, les travaux sont encore plus invasives, exactement. Donc, l'injection de résine expansive, c'est des petites perforations tout le long de la façade, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et on va insérer ces 3 tubes, et c'est ces tubes-là qui vont servir d'aiguille finalement. Donc, la résine, c'est un liquide, donc on peut l'injecter sur de petits diamètres, et elle va se faufiler dans le sol, et on va la surveiller avec la multitude de nouvelles images qu'on va faire avant, pendant, après. Allez-y, enchaînez. Le temps passe. D'accord. Ensuite, vous avez la deuxième solution qui est des micropieux. Là, c'est une autre façon de voir. C'est-à-dire que ici, on va substituer le sol. Le sol porteur est sensible. Les fondations sont posées sur ce sol-là. On va faire en sorte d'accrocher de nouvelles fondations qui vont aller de façon plus profonde. Comme l'a dit tout à l'heure Bastien, plus on est profond, moins on est affecté par trop de pluie ou trop de sécheresse ou pas trop de pluie. Donc l'idée, c'est d'aller accrocher
aux fondations existantes, donc là c'est un peu plus invasif, des platines sur lesquelles on vient s'accrocher et on va pousser des tubes en acier, sans forage. Et ces tubes-là vont aller jusqu'à une profondeur de 7, 8, 10, 12 mètres. Ça dépend de la qualité des sols. Donc, vous imaginez que votre maison ou l'ouvrage sera porté sur des pilotis qui sont invisibles. Et ces pilotis-là s'accrochent sur un sol qui est moins affecté par les variations hydriques. Et c'est comme ça que c'est protégé. Donc là, on a vu deux techniques où soit on change le changement hydrique, c'est-à-dire on rend le sol plus étanche, soit on dépasse ce sol étanche et on va s'appuyer sur un sol beaucoup moins sensible. La dernière solution, qui est le Sargar, qui est là, on essaye de changer le comportement de ces fameuses argiles sensibles. C'est-à-dire que tout à l'heure, Bastien a parler de sols qui acceptent les smectites, qui ont la capacité d'absorber beaucoup d'eau. Nous, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de perturber cet échange et le changer avec des injections de résine expansive, mais aussi d'une solution saline, des sels minéraux, qui vont faire baigner cette argile et lui changer son comportement. Donc tout ça, on l'a fait ici en Occitanie sur 2 sites dans le cadre du projet Visée Géo. Donc nous avons pris 2 sites où nous avons fait plusieurs essais en laboratoire avant sur des sels minéraux, différentes compositions et surtout concentrations. Et sur l'ensemble de résultats qu'on a eu à l'échelle, on va dire, échantillon, nous avons appliqué à l'échelle 1 sur 1 sur des terrains, des injections, et on a surveillé, on a fait des prélèvements après les injections. Donc pendant 3 ans, entre 2018, il y a eu le Covid, on a été un petit peu perturbé, mais voilà, jusqu'en 2022, on a fait tous les 6 mois de nouveaux prélèvements et on a trouvé finalement la bonne composition de sel d'eau salée qui permet d'avoir une atténuation, un changement du caractéristique d'absorption d'eau qui est, on a pris l'indice de plasticité comme indice, et on a vu que après traitement, ce sol a changé, son indice de plasticité a baissé, donc sa possibilité de gonflement s'est réduite. Voilà les résultats qu'on a eu. Donc on a eu des réductions jusqu'à 50% avec un changement de la classification des argiles, c'est-à-dire les argiles sont classées en A1, A2, A3, A4. Plus A4 par exemple c'est très sensible, A1 c'est moins sensible. Donc on a des changements, des terrains qui étaient en A3. Après traitement, elles sont classifiées en A1, ce qui va réduire ce gonflement, cette absorption d'eau, donc gonflement et éventuellement le retrait s'il y a des périodes de sécheresse, et qui va préserver l'ouvrage qui est dessus, qui va moins subir ce fameux yo-yo et sollicitation élastique. Voilà un petit peu sur toutes les solutions. Sinon, Bastien avait aussi parlé de beaucoup de bibliographies. Nous, on a essayé de synthétiser ces bibliographies dans un petit calepin qui est téléchargeable sur notre site, www.geosec.fr. Voilà, finalement, il y a le bon sens aussi. Voilà. La prévention, c'est aussi le bon sens. Comme l'a dit tout à l'heure Bastien, c'est qu'il faut faire en sorte que notre ouvrage, la maison, soit équilibré en termes d'apport d'eau et évaporation. Merci. Je vais vous donner la parole à la salle. Monsieur Apprin, Madame Joannet, le risque RGA, vous le travaillez? Il faut prendre le micro. Hein. Pas du tout de notre côté, sur la partie gestion du risque. C'est des risques longs plutôt. Et on est nous sur des dynamiques, des cinétiques qui sont plutôt rapides. Ouais. Donc c'est pas des sujets sur lesquels on travaille. Monsieur Collas, ça a l'air d'être un risque nouveau. Pourtant, ça fait longtemps que l'argile est là. Ça fait longtemps, ça fait depuis toujours. Le risque n'est pas nouveau, hein. Il est pris en charge au titre de la catastrophe naturelle depuis 89 en fait. Hein. Donc on a eu des reconnaissances CatNat. Je ne sais pas si vous avez souvenir de l'été 2003, donc qui était une sécheresse un peu exceptionnelle, canicule.
ça a révélé le phénomène avec une amplification phénoménale, hein, avec des dizaines de milliers de communes touchées en France et des sinistres qui n'avaient jamais été observés jusqu'à présent. Alors peut-être que la sécheresse 2003, qui était il y a 20 ans, était la sécheresse exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est plus la sécheresse exceptionnelle. Je pense que c'est vraiment ça la différence, qui fait que, évidemment, on en parle, évidemment, c'est unitarisé, évidemment, ça coûte cher, et ça va continuer. C'est-à-dire que tant que la politique de prévention pour les constructions nouvelles ne sera pas complètement faite, tant qu'il n'y aura pas une résorption, alors par des approches curatives des sinistres existants, l'impact du changement climatique a été évalué en fait sur le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. On dit qu'à l'échelle 2050, c'est x3 à x6 les coûts engendrés. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Oui, et puis c'est que les assureurs ont déjà prévenu qu'ils n'assureraient peut-être plus. D'ailleurs, ils assurent s'ils veulent. En gros, une fois que la maison a été fracturée, on n'est pas sûr du tout qu'ils interviennent. Hein. Oui, c'est vite compliqué. C'est-à-dire que l'expertise assurance, au regard du phénomène, comme on l'a dit, c'est multifactoriel. Et on peut aussi trouver des dysfonctionnements dans la construction mal faite en fait. Donc une habitation vulnérable, ne serait-ce que par les fondations, par le taux de ferraillage, fait qu'on va pouvoir s'affranchir du fait que le responsable est uniquement le phénomène naturel de retrait-gonflement des sols argileux. Et là, il y a une porte ouverte en fait, alors pour l'indemnisation ou non. Et c'est compliqué en fait, hein, encore une fois. Bon, messieurs, mesdames, vous travaillez tous ensemble évidemment hein, sur vos modèles respectifs. Vous avez l'air de sourire, mais oui. Monsieur Ferry. Oui. Vous échangez, vous comparez vos modèles, vous les faites interagir entre eux? Alors, surtout, on croise nos champs de compétences. C'est ça qui s'est fait avec le projet Visée Géo. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait le volet connaissance des risques avec le BRGM, le volet de la réponse sur l'ouvrage avec Géosec. Et nous Prédict, on a cherché, par exemple, à identifier un peu plus les mécanismes croisés pour la détection et voir comment on pouvait transmettre l'information sur la base de notre expérience inondation et sur les risques météo. Voir comment cette information de détection pouvait être transmise. Donc là, vraiment, c'est plus l'idée de croiser les différentes compétences pour faire aboutir de nouvelles solutions. Est-ce que alors j'ai deux questions sur vos modèles respectifs. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que je vous pose la question qu'on pose tout le temps sur les plateaux télé? Est-ce que demain, avec vos modèles, vous pourrez identifier des zones qui seront, si ce n'est inhabitables, du moins habitables sous des conditions de construction, d'aménagement hors de prix? Madame Jouannet, je vous vois faire une mimique. Alors nous, on ne travaille pas vraiment sur le retrait-gonflement des argiles, mais le type de méthode qu'on utilise pourrait s'appliquer effectivement. Après, on s'adapte, c'est comme en zone sismique, hein, on peut bâtir, on peut construire. Hein. Donc à mon avis, il n'y aura pas de zone inhabitable à cause de ça. Sûr. Parce que chez moi, dans le nord, dans le Boulonnais, affecté par des inondations récurrentes, il y a plein de maires qui disent qu'il y a des quartiers où il va falloir acheter les maisons, il va falloir détruire parce qu'on ne pourra plus y habiter. Madame Jouannet. Oui, là, donc par rapport au risque inondation, c'est vrai qu'on a eu une période où on n'a eu pas beaucoup d'inondations en France. Donc beaucoup de gens ont oublié, parce qu'en fait, on oublie ce qui s'est passé très, très fréquemment. Et un collègue du CNRS de l'unité Espace qui a fait une étude sur toutes les délibérations des conseils municipaux en Cévennes, juste sur les 150 dernières années. Et en fait, en gros, tous les 30 à 50 ans, il y a une inondation exceptionnelle, il y a une délibération du conseil municipal qui dit on n'avait jamais vu ça. Alors que c'est récurrent. Mais au-delà, disons, du souvenir d'une génération. Du coup, les gens oublient. Et dans le Nord, si on regarde un petit peu la typologie des noms des quartiers inondés, c'est quand même une typologie qui évoque les marais, l'eau, les marécages, je veux dire. Et du coup, en fait, les marais asséchés, tout le monde a oublié. Et on a construit dedans. Donc, il y a des zones qui ne sont pas habitées, ben, c'est normal, il ne faut pas les habiter, quoi. Par rapport aux marais ou autres zones inondables. C'est autre chose pour le retrait-gonflement des argiles, où là, on peut se protéger. Je suis bien d'accord. Monsieur Collin. Oui, juste pour préciser, le retrait-gonflement des sols argileux n'engendre pas d'inconstructibilité. Hein, comme on l'a vu, on a toujours les solutions techniques relativement peu coûteuses, pour s'affranchir du phénomène. Donc, les solutions de M. Benjafer, elles n'ont pas l'air peu coûteuses, justement. Alors, je vais terminer. Par contre, juste, il y a d'autres phénomènes sur lesquels, évidemment, il faudra envisager des stratégies différentes de celles qu'on a aujourd'hui. On parle du recul du trait de côte, typiquement.
c'est quelque chose qui évolue avec le changement climatique. Si on parle des falaises normandes, on estime grosso modo c'est de l'ordre de 1 mètre par an en moyenne, quoi. Ouais. Donc vous avez mis sur un siècle, on a 100 mètres de recul des falaises. Ce qu'on voit très bien sur les photos aériennes des années 50 et aujourd'hui, on a ces 70 mètres de recul par endroit. Donc des maisons qui disparaissent. Là, on a une stratégie de recul et des zones d'inhabitabilité et quelque chose à prévoir sur le long terme, en fait. Dire, dans les 60 prochaines années, qu'est-ce qu'on fait en fait de toutes ces maisons et des nouvelles constructions à prévoir. Donc il y a un arsenal réglementaire qui existe pour aller vers cette adaptation quelque part au phénomène de changement climatique sur les aléas naturels. Ça vaut pour l'inondation, j'imagine, ça vaut pour les phénomènes gravitaires, etc. Et Ben Jaffer, vos solutions sont coûteuses ou abordables, couvertes par les assureurs? Alors, je dirais qu'il y a déjà des solutions de prévention, puisque aujourd'hui on communique beaucoup sur la prévention, l'être humain adore les challenges finalement, même si on a vu qu'il oublie rapidement, mais aussi dès qu'il y a un nouveau problème, plusieurs sociétés, plusieurs intervenants se mettent ensemble pour proposer de nouvelles solutions. Par rapport au prix, oui, toute dépense imprévue est chère, hein, que ça soit. Oui, certes. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, les solutions d'injection de résine expansive sont, entre parenthèses, moins chères parce qu'elles engendrent moins de dégâts. C'est-à-dire que la solution micropieux, on pose les micropieux, mais aussi il faut refaire le jardin, boucher, refaire les terrasses, ainsi de suite. Ce que ne fait pas la. Faut jamais vous inviter chez soi, quoi. Je dirais, j'espère que voilà, n'ayez pas besoin de nous, forcément, mais on a besoin de vivre. Mais il y a quand même 30 millions de maisons qui sont déjà là. Mais oui. Voilà. Vous avez un beau marché, vous, devant vous. Hein. Nous avons un bon marché, oui. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions, des remarques? Madame Luna s'approche. Merci Luna de porter le micro rapidement, madame. Bonjour. Bonjour, Hélène Durand, merci. Donc Alizé Géomatique, merci pour ces interventions très, très riches, variées. Le principe du modèle, on a vu qu'il était la base bien sûr de précautions et des contraintes réglementaires. Les modèles butent sur un élément majeur qui est la connaissance de la couverture et l'occupation du sol dans toutes les interactions qu'il y a à l'échelle des bassins versants et de la modification du grand cycle et du petit cycle de l'eau. Donc ma question est la suivante, vous l'aviez donc soulevée, Mme Joanneau, une impossibilité quasi à reproduire ce que serait la réaction du bassin versant en contexte de changement climatique et selon justement les nouvelles pratiques, modifications qui ont été faites sur le bassin versant. Donc quelles données vous utilisez et surtout à l'ensemble d'entre vous, quel lien avec un principe de non-aggravation du risque qui n'a pas forcément été évoqué et qui est pourtant essentiel puisqu'on le sait maintenant, il y a la part du changement climatique global qui nous échappe un petit peu tous et il y a la part locale qui fait que même sur des épisodes identiques, le bassin versant, y compris dans les Cévennes, ne réagira pas de la même manière du fait de la suppression des haies, des forêts, des changements de pratiques agricoles, de l'imperméabilisation, tout ce que nous suivons dans notre société. Voilà, merci. Merci, Madame Joannet. Oui, merci de votre question. Vous soulevez la grande complexité du problème. Hein. Déjà, en ce moment, j'ai évoqué les non-stationnarités, donc c'est les changements dont vous parlez. Effectivement, c'est une vraie difficulté pour les modèles. Si après on se projette au-delà du changement, dans le changement climatique 2070-2100, là on est dans l'inconnu complet. Au niveau du climat, on a des très grandes incertitudes sur les modèles climatiques qui sont encore plus fortes pour ce qui concerne la Méditerranée, avec des hypothèses où finalement c'est plus ou moins les mêmes volumes d'eau qui tombent, mais plus ou moins effectivement de manière hétérogène. Par contre, la température, elle augmente. Qu'est-ce qui se passe? Comment le couvert végétal va changer? Comment l'occupation des sols va changer? Comment la population humaine va évoluer? Et quels vont être ces prélèvements sur l'eau, de manière générale? Donc,
N'écoutez pas, n'écoutez pas. Ouais, hein, à chaque fois, c'est moi. À chaque fois, ça tombe sur vous. Voilà. Je sais pas pourquoi. Alors, on a fait avec nos modèles d'IA des modèles de changement climatique, ce qui est notable jusqu'en 2070. Donc, on cale le modèle sur une période de référence, où on a donc des mesures sur un bassin versant observé. On a sur la même période de référence des mesures issues des modèles du GIEC, donc c'est forcément dans le passé. Donc, c'était des modèles un peu anciens, moins performants que maintenant. Et puis après, on se projette dans le futur. Bon, voilà, est-ce que ça marche comme nos modèles ils ont été de changement climatique, disons, ils sont faits. Alors j'aime bien pour expliquer la complexité des choses, c'est qu'on a notre Terre à nous. Il pleut tel jour à tel endroit, tant de millimètres. Le changement climatique, c'est pas la vraie Terre, c'est une Terre qui est semblable en termes statistiques. Ça veut dire qu'il y aura la même moyenne, le même écart type à peu près dans la zone. Donc il pleut pas le même jour dans le modèle de changement climatique. Donc c'est très compliqué de comparer le modèle de changement climatique avec ce qu'on observe sur les territoires, puisque c'est forcément du temps long, parce que c'est des statistiques qui sont pareilles. Et du coup, on ne peut pas savoir si notre modèle qu'on a projeté dans le changement climatique, ben, finalement, il est bon ou pas bon. On ne peut pas le savoir, on ne peut pas avoir de valeur observée qui correspondrait. Mais on peut voir qu'il est stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de choses comme ça. Et donc ça, on a fait, et ça marchait plutôt bien, c'était plutôt satisfaisant, et voilà. Mais après, je ne peux pas vous garantir que les modèles seront bons. Mais je repose la question de madame, et je pose la question à tout le monde. Est-ce que vos modèles peuvent être des modèles de conseil auprès des élus locaux en leur disant si vous voulez réduire le risque à tel endroit, ben, il faut désartificialiser autant. Là, et vous, monde agricole, il faut peut-être conduire vos cultures, votre rapport au sol de façon différente. Ça, vous pouvez le dire. Oui, ça, ils sont d'une aide très très précieuse, effectivement, pour tous les gestionnaires publics et privés. Ouais. Monsieur de Brisséan, vous confirmez? Et vous êtes entendu au moins quand vous donnez ces conseils? Moi, je peux parler de la transformation un peu de ces projections et de la possibilité qu'on donne actuellement à la scénarisation, en fait. Donc, il y a beaucoup de nos gestionnaires, ceux qui utilisent des systèmes un peu plus avancés, en fait, que la simple observation. Ils ont la possibilité même de simuler des épisodes de crise, d'épisodes d'inondation, de scénariser les apports des observations dans la perspective, en essayant différents scénarios de prévision, et peuvent se construire des scénarios en dehors donc déjà reproduire ce qui s'est passé, c'est très important, et on enregistre ça avec une précision très très bonne et sur des longues périodes, mais aussi de scénariser pendant les gestions de crise ou après pour se projeter sur l'aménagement du territoire, pour prendre des mesures, améliorer leur plan de sauvegarde, etc. Donc ça fait partie un peu des entrants qui sont assurés aujourd'hui par des solutions opérationnelles également. D'accord, le mot de la fin sera pour vous, monsieur Aprin. C'est gentil, merci. C'est obligatoire en fait de travailler avec les gestionnaires, les communes, et d'imaginer les scénarios qui sont inimaginables en fait. Parce que justement, c'est en se préparant en essayant d'imaginer ce qui ne peut pas arriver, ou ce qui pourrait arriver, ou qu'on arrivera à anticiper nos décisions et à mieux préparer les populations. C'est même primordial en fait. On ne peut pas avoir d'un côté la recherche et la science qui travaillent et qui est complètement décorrélée de la prise de décision et des personnes qui sont sur le territoire. Mais vous qui observez les gens, quel est leur rapport au risque? Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'ils oublient vite? Est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce que vous-même êtes surpris par leur surprise face aux événements que vous leur demandez de gérer? De moins en moins, en fait, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus alertes et avertis. Donc il y a une culture du risque qui se développe. Oui. Et c'est l'obligation, en fait, de développer cette culture du risque pour tous les risques, que ce soit des risques industriels, naturels. Voilà, il faut amener les populations à se projeter dans un monde qui va être un peu moins simple et agréable que ce qu'on vit actuellement. En tout cas, qui sera différent. D'accord, mesdames, messieurs, vous êtes frustrés, je me doute, vous avez encore des questions, mais qu'est-ce que vous voulez? 7 intervenants, chacun avec un PowerPoint passionnant, ça laisse peu de temps pour la discussion. Alors, la dernière, c'est bien, vous insistez, ce sera vraiment la dernière. Question courte, réponse courte. Merci Luna. Bonjour. Oui, bonjour, Patrice Mauvio, bureau d'études ABC1G Terre d'eau. Juste une question sur la RGA, sur le contenu des résines du coup et les éventuels relargages ou pollutions dans le temps ou pérennité de la solution, et simplement une question, la RGA semble liée du coup à des problématiques de variation hydrique, donc trop d'eau, manque d'eau, l'imperméabilisation asséchant un peu les sols.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des solutions fondées sur la nature avec une restauration, une hydratation des sols dans le long terme via par exemple des stockages d'eau et relargage d'eau dans le temps des eaux de pluie pour éviter ces trous et manque d'eau? Monsieur Benjaffer, vos résines sont-elles pleines de phtalates, de bisphénol, de PFAS qui vont polluer la nappe? Alors, concernant les résines, forcément, oui, c'est un produit chimique, c'est du polyol et de l'isocyanate. Nous avons fait en laboratoire des tests. Le mélange donne un résultat stable, c'est-à-dire qu'il ne pollue pas le sol. Voilà, pour la partie résine. Pour ce qui est des solutions naturelles, effectivement, il y a plein de solutions naturelles, dont le CEREMA, qui a développé le système MAC 3, voilà, et qui est tout simplement une récupération de l'eau, de pluie, et tout simplement, voilà, avec des capteurs, dès qu'il y a de l'assèchement de sol, il y a des capteurs qui remettent de l'eau. Donc oui, il y a plein de solutions comme celle-ci. Maintenant, mettre un trottoir tout autour de sa maison protège aussi ou une géomembrane, ou toute autre végétalisation peut-être un peu moins gourmande en eau, peut être une solution pour protéger la maison. Alors qu'on ne cesse de dire qu'il faut lutter contre l'effet îlot de chaleur urbain en infiltrant la parcelle pour abreuver une végétation nombreuse près des maisons. Voilà les contradictions auxquelles les aménageurs et les élus vont se retrouver confrontés. Merci madame, merci messieurs, merci à vous. Prochain débat dans 20 minutes, un débat institutionnel, on va tout balayer. 3, 2, 1.